Merci de nous rejoindre sur Al24 News. Nous sommes en direct dans les pros de l'écho pour 1 heure durant laquelle nous allons revenir sur le dernier rapport publié par le Fonds monétaire international au sujet de la croissance mondiale. Les prévisions du mois d'octobre chez Bretton Woods se font état d'une croissance stable mais décevante. C'est en effet en ces termes que le FMI a qualifié le fruit de ses projections. Une inflation mondiale également sous la loupe de l'institution financière, mais également la situation de certains pays comme la France dans la situation financière inquiète de plus en plus. Nous allons analyser tout cela avec nos experts, mais avant, jetons un coup d'œil rapide à ces prévisions. Que nous disent-elles ? L'économie mondiale connaîtra une croissance de 3,2% désormais en 2024, idem en 2025. Les pays avancés, pas bien lotis avec 1,8% en 2024, 1,8% également en 2025. Enfin, les pays émergents et les pays en développement qui s'en sortent le mieux avec 4,2% en 2024, 4,2% en 2025 également. La suite, nous allons la voir en chiffres également. Les États-Unis, malgré un taux de croissance supérieur en 2023 de 2,9%, voient leur perspective de croissance revue à la hausse par le FMI, 2,8% en 2024, malgré une baisse de 2,2% en 2025. La zone euro en grande difficulté avec 0,8% en 2024 et 1,2% seulement en 2025. La région Moyen-Orient-Asie centrale, 2,4% en 2024, avant une importante hausse de 3,9% en 2025. Les pays émergents, pays en développement d'Asie, 5,3% en 2024 désormais, avant une petite baisse de 0,3% à 5% en 2025. L'Amérique latine, les Caraïbes, 2,1%, 2,5% en 2025. Et enfin, l'Afrique subsaharienne, 3,6% en 2024, avant une hausse relative à 4,2% en 2025. Monsieur, bonsoir. Vous l'avez donc compris, nous allons parler projection de croissance sur le prévision de croissance du Fonds monétaire international ce soir. Sans plus tarder, je vais m'empresser de vous présenter nos invités. Mohamed Bacha, docteur d'État en sciences économiques, ancien ministre algérien de l'Industrie. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Idil Sassi, expert international en économie, en finance. Merci également d'avoir accepté notre invitation. Merci, toujours un plaisir. En direct par Skype, Nazim Sini, enseignant agrégé d'économie à l'Université Aix-Marseille 1, sera également avec nous. Merci Nazim d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir et je voudrais saluer vos invités sur le plateau. Ce sont des personnes que je connais personnellement et que j'apprécie au demeurant. Zeki Gouverchin, président de l'ITEF patronat turc, nous rejoindra quant à lui dans quelques instants. Messieurs, sans plus tarder, 3,2% de croissance prévue en 2024 et 2025. Le FMI ne fait pas dans l'originalité par rapport aux prévisions précédentes, si ce n'est qu'il confirme le statu quo qui règne sur l'économie mondiale depuis un certain moment. Je rappelle par ailleurs que ce rapport intervient à la veille d'un sommet important, celui des BRICS en Russie.
Le FMI nous a habitués ces derniers temps à revoir à la fois à la baisse, une fois à la hausse, ses prévisions de croissance. Quelles sont les conclusions comme ça préliminaires que vous en tirez, Idriss Siassi? Très vite, c'est des enseignements très intéressants. En tout cas, disons le overview, ça veut dire la vue globale que nous offre le FMI, elle est très intéressante. Il faut après se pencher sur les régions, par région et puis par pays. Donc il faut, parce que les chiffres doivent être nuancés aussi. Oui. Mais disons-le que quand même, il y a une certaine résilience de l'économie mondiale parce que il faut pas oublier que nous sommes sortis d'une grande période de Covid qui a causé une inflation au-delà de 9%. Il y a eu donc beaucoup de risques sur certaines régions, donc sur le plan géopolitique, qui ont très certainement perturbé donc les supplies, tout ce qui est échange de marchandises et de dynamique, en tout cas sous-régionale dans certaines zones. Et donc tout cela, on s'attendait quand même à un bilan entre guillemets un peu plus difficile. Donc là, c'est un chiffre qui reste, donc qui montre une certaine résilience de l'économie mondiale. On s'attendait à une sorte de récession de grandes économies comme aux États-Unis. Finalement, les chiffres, ils montrent autre chose. Donc, il y a une résilience encore. Et donc, tout cela, c'est une bonne lecture pour au moins notre pays. Peut-être, on va en parler après, pour savoir qu'est-ce qui a permis à ces régions, à ces pays, à ces économies de tenir le cap et de garder, donc de tirer la croissance chez eux. Comment ils ont fait? Donc ça, c'est des enseignements intéressants pour nous. On va en parler tout à l'heure, je pense. Très bien, rapidement, docteur Bacha, quelles conclusions tirez-vous de ces chiffres revus? Parfois à la hausse, parfois à la baisse, tout dépend des régions, M. Sassi l'a rappelé. Oui, je pense que l'économie mondiale, globalement, faut toujours avoir, disons, une vue globale pour essayer de voir un peu comment les choses se déroulent. Continuer un peu sa reprise, à partir de 2020, avec la crise qu'on connaît. Donc l'économie, la croissance économique est relativement positive et stable, même si elle reste fragile, comme le disait le collègue. Il y a encore beaucoup de facteurs déstabilisants de l'économie mondiale qui peuvent surgir à n'importe quel moment, d'autant que les acteurs commencent véritablement à montrer la divergence de leurs intérêts et que l'Occident commence aussi à perdre de sa capacité à driver l'économie mondiale. Donc d'autres acteurs apparaissent et d'autres enjeux se mettent en place. Et finalement, l'élément fondamental qui intervient, c'est l'incertitude. Oui. Quelle que soit la qualité des prévisions que l'on peut faire, finalement, c'est sur le terrain de la croissance que les véritables enjeux vont se voir et que les prévisions restent finalement un élément de prospective qui peut se confirmer ou pas. Ce qui est important, c'est que les acteurs sont en situation d'affrontement. L'économie mondiale n'est pas une économie apaisée. C'est une économie en recomposition, avec des fractures. La fracture du Covid, disons, elle est naturelle, j'espère. D'autres fractures de niveau géopolitique, elles sont beaucoup plus importantes et risquent de perpétuer cet affrontement et dont les effets se verront peut-être et encore plus dans les décennies même qui viennent. Donc c'est une période charnière, je pense, de l'humanité, d'une manière générale, avec une recomposition des jeux d'acteurs à l'échelle mondiale, et les puissances s'observent et n'hésiteront pas peut-être à s'attaquer, même dans des domaines autres qu'économiques. Très bien, merci Monsieur Bacha. Nazim Sini, également, que retenez-vous de ce panorama général sur les prévisions de croissance du mois d'octobre annoncées par le FMI hier? Écoutez, rien de très surprenant, j'allais vous dire, parce que clairement, il y a quelques ajustements techniques, si on peut dire ça ainsi. On sait que la croissance mondiale va se stabiliser, mes collègues l'ont dit sur le plateau, mais ce qu'il faut noter, ce qui est très important, c'est que si vous prenez la même période il y a 20 ans, on est à des chiffres qui sont 2 fois moindres que ce que enregistrait l'économie mondiale sur la période 2000-2005. Donc vous me direz, c'était il y a 20 ans, c'était un autre contexte économique. C'était un autre contexte aussi politique, mais il ne faut pas oublier qu'à l'époque, on avait déjà des chocs exogènes
comme les attentats du 11 septembre, la seconde guerre en Irak, et puis l'éclatement de la bulle Internet au début des années 2000. C'est-à-dire que là, pour cette décennie 2020-2030, on l'a commencé avec une pandémie mondiale, avec une guerre russo-ukrainienne qui aussi a continué à avoir un impact. Mais ce qui est surprenant, c'est que tous les pays ne sont pas logés à la même enseigne. Vous avez l'impression que chaque pays a ses problématiques, mais que les institutions internationales ont voulu prodiguer le même traitement à l'ensemble de la planète. Et ça ne peut pas marcher parce que, vous le voyez, vous avez des zones du monde qui vont tirer la croissance, qui sont face à des problématiques comme par exemple l'activité informelle, comme un chômage encore assez élevé, comme l'accès à certaines, notamment types de produits finis, des problématiques de logistique. Et puis de l'autre côté, vous avez l'Occident, notamment l'Europe, qui est pour moi la zone du monde qui est la perdante de ce jeu, de cette recomposition de l'économie mondiale, puisque vous avez des pays comme l'Allemagne qui vont enregistrer une croissance nulle, donc à 0%. Vous avez le mur budgétaire qui se dresse devant la France sur ses finances publiques. Vous avez également une hausse des défaillances des entreprises en Europe et puis une reprise qui est assez poussive aux États-Unis, même si elle est supérieure aux prévisions. Encore une fois, moi ce que je note et ce que je retiendrai, c'est encore une fois l'impuissance des institutions internationales à avoir des politiques globales, collective et surtout coordonnée pour relancer la machine économique. Parce que vous savez, aujourd'hui, l'économie a besoin de coordination, a besoin de planification, a besoin aussi que l'on puisse remettre de l'argent public dans des dépenses pour soutenir l'effort justement de croissance. Sauf que vous allez remarquer que certains pays n'ont même pas cette marge budgétaire. Oui. Puisque vous avez des pays, encore une fois, comme les pays d'Europe du Sud, qui aujourd'hui ont un endettement public qui est supérieur à 100%. Et de l'autre côté, vous avez des pays comme ceux d'Afrique subsaharienne, ceux d'Asie, qui eux enregistrent une croissance qui reste, encore une fois, qui est très intéressante. Encourageante, mais attention, oui. Encourageante. Mais attention, il ne faut pas se réjouir trop vite parce que des pays comme la Chine qui enregistrent des croissances à 4 ou 5%, c'est encore insuffisant pour relancer la machine industrielle et notamment la machine de la consommation. Très bien, merci Nazim Sini. Le FMI se réjouit néanmoins que les efforts en vue de ramener l'inflation mondiale à des niveaux normaux portent leurs fruits. Écoutons d'abord la déclaration de l'économiste en chef Pierre-Olivier Gourinchas avant de revenir au débat. Commençons par les bonnes nouvelles. La bataille contre l'inflation est presque gagnée. Après avoir culminé à 9,4% en glissement annuel au troisième trimestre de 2022, nous prévoyons maintenant que l'inflation globale tombera à 3,5% d'ici la fin de l'année prochaine. Dans la plupart des pays, l'inflation est désormais proche des objectifs des banques centrales. Idil Sassi, l'inflation proche des objectifs des banques centrales, est-ce que cela signifie tout simplement la fin des politiques de resserrement des taux d'intérêt? Oui, effectivement. Donc il va y avoir une libération de plus de possibilités pour financer la machine de l'investissement, donc donner plus de possibilités de lever des fonds, parce qu'il va y avoir un taux d'intérêt plus bas, donc ça va encourager l'investissement. Mais encore faut-il que c'est une période quand même d'incertitude, comme disaient mes collègues, et que je pense qu'il va y avoir quand même plus de prudence. Donc ce n'est pas forcément un indicateur qui va faire en sorte que il va y avoir une relance très poussée. Il y a une déflation qui est presque installée, donc il y a un recouvrement sur l'inflation. Donc, je parle des grandes économies des États-Unis, mais il y a quand même des zones du monde, parce que le tableau est très contrasté. Il y a des zones du monde où on souffre beaucoup d'inflation. Donc, le FMI, par exemple, alerte sur l'inflation qui touche le secteur des services, par exemple. Exactement. Il y a une forte inflation par secteur et même par certaines régions. J'ai vu très récemment que, par exemple, la Turquie, puisqu'il y a, je pense, un invité de la Turquie, est revenu à une administration du taux de change, une sorte de contrôle des changes, alors qu'ils avaient fait une réforme qui avait libéré la Turkish lira. Et donc, chez eux, il y a un sérieux problème d'inflation. Donc, pour dire que le tableau n'est pas homogène, donc il est un peu contrasté, mais disons que sur les grandes économies, il y a une résilience qui est certaine, une prudence des banques centrales très certainement,
Et puis, je pense que durant 2025, c'est ce qu'on a vu aussi durant 2024 un petit peu, vu que la volatilité de certains marchés, de certains créneaux d'investissement, vu les positions géopolitiques, les problèmes d'acheminement de marchandises qui ont impacté les prix de transport, ce genre de choses. Donc, cette volatilité, il faut l'observer de près et donc il y aura très certainement de la prudence de la part des investisseurs. Voilà. Très bien, monsieur Bachet, il semblerait qu'il existe tout de même un certain décalage entre les éléments de langage du FMI qui tentent de rassurer le monde entier sur l'état de l'économie mondiale, avec cette prudence à laquelle il semble tenir tout particulièrement, et la réalité du terrain avec de multiples risques qui deviennent endémiques. Vous avez tout à fait raison. C'est clair que c'est un discours qui est un peu en contradiction avec la réalité des choses, où les préoccupations, les soucis géostratégiques deviennent foisonnants. Ce discours, effectivement, du FMI est rassurant par nature. Le FMI, c'est une institution qui est née de la Deuxième Guerre mondiale, donc d'accords dont on était exclus, de toute façon, à l'époque. Et donc, sa mission n'est pas forcément une mission qui vise à retracer la réalité de ce qui se passe dans le monde, forcément. Donc, les chiffres, parfois, sont assez endormants sur certains aspects. Oui. L'économie mondiale, c'est un système qui est très complexe et qui se complexifie encore davantage avec l'émergence d'acteurs qui n'étaient pas très puissants il y a de ça quelques décennies et qui prennent maintenant le devant de la scène d'une manière tout à fait forte. Un pays comme le Brésil a une croissance et un niveau de PIB qui dépasse maintenant même certaines puissances européennes, comme l'Allemagne. Et qui est leader dans pas mal, dans la production de pas mal de produits. Donc les choses se reconfigurent. Beaucoup de forces agissent au niveau de l'économie mondiale. Tout n'est pas transparent. Il y a des forces qui sont multiples, qui agissent parfois d'une manière imprévisible et parfois aussi invisible. Ce n'est pas forcément ce qu'on voit sur les chaînes de télé qui décident. Donc les décisions parfois sont prises d'une manière opaque et qui influent sur le développement des pays et de leur croissance. Et il est très difficile en fait de voir, presque impossible de prévoir d'une manière adéquate ce qui se passe dans un climat turbulent, incertain. Et cette incertitude qui est encore accentuée par les fractures géopolitiques sur tous les continents. Les intérêts sont divergents, les puissances s'affrontent sur le terrain économique et maintenant même sur le terrain militaire. Donc les choses ne sont pas toujours apaisées et on n'est plus en face de l'incertitude qui naissait du dysfonctionnement des marchés. On est en face d'incertitudes qui naissent de fractures géopolitiques qui sont d'un niveau et d'un point de vue totalement imprévisible. Et l'incertitude à l'échelle mondiale devient, je pense à mon avis, une incertitude créatrice. Créatrice de transformation, de changement, où nous assistons peut-être, c'est notre vœu le plus cher, que la domination occidentale soit revisée et rejoigne les cahiers les livres d'histoire et que les peuples reprennent véritablement leur destin en main et qu'on puisse assister à une véritable résurgence des peuples qui ont été opprimés pendant des décennies et des décennies. Et cela, le FMI, effectivement, n'est pas prêt à le refléter dans ses statistiques. Oui, car le FMI, rappelons-le, reste tout de même l'instrument d'un certain libéralisme économique qui n'a pas toujours... Plus que libéralisme, l'ultralibéralisme. Et dans notre pays, nous l'avons payé dans notre chair à travers le programme d'ajustement des années 90, où on a perdu une bonne partie de notre structure industrielle grâce à cette thérapie maléfique. Nazim Sini, ces risques, le FMI, on parle tension géopolitique, fragmentation, augmentation des droits de douane, hausse potentielle des prix des matières premières liées à ce qui pourrait se passer, bien entendu, dans la région du Moyen-Orient. Il semblerait que l'inflation pourrait repartir à tout moment au vu de ces paramètres. Pire peut-être que cela pourrait engendrer des situations de blocage pour les secteurs moteurs de l'économie mondiale. Qu'en pensez-vous ? Oui, totalement. Et puis surtout, il ne faut pas oublier que les pays exportateurs de matières premières comme les hydrocarbures sont aussi importateurs, malheureusement, de certains produits finis ou de produits semi-finis. C'est-à-dire qu'en fait, vous savez, l'inflation est une mécanique
qui est extrêmement perverse parce que elle peut diminuer d'un point de vue et puis elle peut augmenter de l'autre. Et surtout, ça dépend de quoi on parle. Est-ce qu'on parle d'inflation sous-jacente ou d'inflation à prix constant, à prix courant? Mais encore une fois, ce qui est très important de noter, c'est que la politique de resserrement, notamment au niveau des taux directeurs, a permis vraisemblablement dans les pays occidentaux, notamment européens, à une baisse et une contraction de l'inflation, puisque on estime qu'elle va passer sous la barre des 5%. Mais elle reste élevée dans certaines régions du monde, et notamment, vous l'avez cité, au Moyen-Orient, on n'a pas parlé de l'hyperinflation, qui touche notamment des pays comme la Turquie, comme l'Iran, comme l'Argentine. Je tiens à rappeler qu'en Argentine, ils ont une hyperinflation de plus de 122%. Ce qui est totalement invraisemblable. Enfin, il faut imaginer qu'on parle d'une inflation à 3 chiffres, au même titre que le Venezuela, etc., pour d'autres raisons. Mais encore une fois, ce qui est très important de noter, et j'ai beaucoup aimé ce qui a été dit sur votre plateau, dans le sens où, vous savez, on a l'impression que le monde a été dessiné après la Seconde Guerre mondiale pour servir les intérêts des gagnants de la guerre, de la Grande Guerre. Et, je vous rassure, ce n'est pas qu'une impression, Nazim Sini. Malheureusement, c'est la réalité. Non, mais c'est la réalité, exactement. Et que, quelque part, donc vous imaginez 70 ans plus tard, il y a une sorte de revanche du Sud global, de ces pays non alignés, de ces pays qui ont été colonisés. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, leur revanche, elle tient à quoi? Elle tient à une vigueur démographique que n'ont plus les pays occidentaux. Elle tient également à des étudiants qui sont formés, donc un capital humain qui est de plus en plus performant et surtout qui est brillant, qui brille à l'échelle internationale. Également, il y a une revanche technologique, puisque vous voyez qu'aujourd'hui, vous avez des pays comme la Chine, comme l'Inde, ou encore comme le Brésil qui s'attaquent au marché spatial. Donc, vous voyez, tous ces éléments-là sont en train de rebattre les cartes de l'économie mondiale et on est en train de vivre quelque part les mêmes éléments qu'une certaine guerre froide dans les années 70. Sauf que là, il ne s'agit pas d'un conflit qui oppose deux pôles, l'Est et l'Ouest, mais plutôt d'un conflit multilatéral qui touche pratiquement tous les pays avec des divergences très marquées de ce que doit être la mondialisation et du libéralisme au XXIe siècle. Et encore une fois, tout ça est exacerbé avec des ruptures technologiques. Vous avez vu là ces 20 dernières années ce que nous avons vécu avec l'avènement de la 5G, de l'intelligence artificielle, de la robotisation, etc., etc., des cyberattaques qui commencent à faire peser aussi un vrai risque sur l'économie mondiale. Et tous ces éléments-là, effectivement, nous amènent dans un tunnel d'incertitude. Maintenant, il faut voir par quelle issue de secours on peut sortir. Et c'est ça que a du mal à faire le FMI aujourd'hui, c'est-à-dire d'avoir des prévisions qui soient stables, justes, et surtout sur 5 ou 6 ans. Et encore une fois, pour conclure, vraiment, aucune institution n'est capable de dire de quelle manière nous allons finir cette décennie 2020-2030 qui, me semble-t-il, a généré moins de richesse et moins de croissance que la précédente décennie 2000-2010. Merci Nazim Sini. Alors, messieurs, dans cette perspective, la zone euro, nous l'avons dit lors de notre introduction, la zone euro reste très vulnérable à ces changements avec des prévisions de croissance qui s'établissent à 0,8% en 2024, 1,2% en 2025. C'est largement insuffisant pour les économies locomotives telles que l'Allemagne, la France ou encore l'Italie. L'Allemagne qui affiche 0,8% de taux de croissance, je tiens à le rappeler, Idi El Sassi. Effectivement, donc c'est une zone qui est la plus touchée sur ce tableau contrasté. Donc les raisons, parce que même au sein de l'Europe, il faut pas généraliser parce qu'il y a des contrastes. Il y a le Portugal qui fait bien. Oui. Il y a d'autres pays qui étaient à la traîne entre guillemets, mais qui arrivent à s'en sortir. Donc même au sein de l'Europe, ce n'est pas un tableau. Alors le Portugal, peut-être, M. Bacha, qui a opéré de douloureuses réformes structurelles pour essayer. Exactement. Ramener son économie à un niveau. La Grèce aussi. Donc, la Grèce également. Voilà. Maintenant, il y a un phénomène. En tout cas, on parlait tout à l'heure de comment les gagnants entre guillemets de cette année, comment ils ont sauvé la mise pour maintenir la croissance.
c'est en fait quand il y a l'essoufflement. Donc, la Chine, elle souffre. Elle a un problème structurel, c'est que les facteurs de production, à un moment donné, augmentent. Donc, sur le plan même démographique ou concurrentiel, donc on arrive à une sorte d'essoufflement. Donc, il faut investir dans l'innovation. Donc, il y a eu beaucoup d'investissements dans l'intelligence artificielle, par exemple. C'est ce qui a sauvé un petit peu la mise pour l'Asie du Sud-Est et puis les États-Unis aussi. L'Europe, c'est l'essoufflement et puis c'est les conséquences géopolitiques du conflit. L'Allemagne qui a subi de plein fouet le problème donc de supplies, donc de l'énergie, d'approvisionnement, exactement. Et puis un petit peu ces politiques protectionnistes qui peuvent donner l'impression d'un résultat sur le court terme, mais elles sont pas bonnes sur le long terme. Donc le protectionnisme en général, après là on peut avoir un débat idéologique derrière, mais de toutes les façons le protectionnisme dans le monde actuel, je parle pas d'avant, je sais, il y a certainement des périodes où c'était plus intéressant, mais en tout cas les résultats sont de court terme et n'apporte pas de solution sur le long terme. L'Europe souffre de ce retour de populisme, de cette idée de protectionnisme, de moins investir, de sortir, etc. Et puis ces problèmes géopolitiques qui impactent carrément. Et donc c'est l'essoufflement d'un modèle. On verra bien 2025 si les pays phares comme l'Allemagne et la France, comment ils vont s'en sortir. Surtout pour les questions. On va en parler ce soir, oui. Voilà, sur le plan du budget, il y a eu, on en a parlé ici il n'y a pas très longtemps sur le déclassement pour la notation, les agences. C'est des pays qui s'endettent sur le marché, sur une notation qui se dégrade, ça a un impact, c'est le taux d'intérêt qui augmente, donc c'est des conséquences, donc tout deviendra encore plus cher, etc. Donc c'est un cercle très difficile. Wait and see, comme on dit pour l'Europe en tout cas. Wait and see pour l'Europe. Donc, mesdames et messieurs, restez avec nous. Les pros de l'écho sont de retour après une courte pause. Si vous venez de nous rejoindre, merci d'être au rendez-vous des pros de l'écho. Nous sommes en direct depuis une demi-heure à peu près où nous parlons avec nos experts du dernier rapport publié par le FMI sur les prévisions de croissance mondiale. Nous parlions, Monsieur Bacha, de la situation dans la zone euro, très critique depuis un certain moment. Basculons à présent sur un autre pays, une autre région non moins importante. Il s'agit bien entendu de la Chine. Le FMI revoit à la baisse ses perspectives de croissance concernant la Chine à moins de 5%. Seuil symbolique. Il invoque pour cela un deuxième trimestre plus faible en raison d'un déclin continu de la confiance dans le secteur des ménages et des entreprises ainsi que des problèmes persistants dans le secteur immobilier en Chine. Est-ce que le FMI a tout simplement un problème avec cette économie chinoise, Monsieur Bacha? Je pense qu'il n'y a pas que le FMI qui a des problèmes avec la Chine, c'est tout l'Occident et les États-Unis en particulier. Donc la Chine est devenue la bête noire des Américains depuis maintenant un bon bout de temps, et on sait la guerre qui se déroule parfois d'une manière frontale, parfois d'une manière larvée. La Chine, c'est un pays qui est sur le plan économique maintenant pratiquement à la tête du monde, il est sur le toit du monde. Et qui est passé, je me rappelle quand j'étais étudiant, les prévisions étaient est-ce que la Chine, les Chinois n'allaient pas mourir de faim dans les années 90, donc à partir des années 60. Et finalement, tout s'est inversé. L'économie chinoise est devenue une des locomotives, un des moteurs clés de l'économie mondiale qui impacte directement sur la croissance de beaucoup de pays. Son ralentissement, si ralentissement il y a, parce qu'on peut toujours se poser des questions. Lorsque un véhicule quelconque a une vitesse supersonique, est-ce que lorsqu'il revient à une grande vitesse relativement normale par rapport à ce qui se passe, c'est un ralentissement? Monsieur Bacha, nous parlons de 4,8% de taux de croissance pour la Chine. 4 à 5%. Cela nous permet de nous interroger maintenant sur la nature effective de l'économie chinoise.
Oui. Si on est en face d'une économie en développement, effectivement, des taux de 4, 5, 6% Oui. La seraient les Chine qui a, bienvenus. pendant de longues années, navigué avec un taux de croissance qui était oscille en moyenne entre à 10 jusqu'à 12%. Jusqu'à 15% pendant, Oui. pendant presque une décennie. Donc, à ce niveau-là, maintenant, lorsqu'une économie arrive à ce niveau de maturité, c'est clair qu'on ne peut pas attendre de quelqu'un qui a atteint sa taille, disons, normale, qu'il aille se développer plus qu'il ne serait enfant. Donc, des économies en développement, effectivement, on attend d'elles qu'elles puissent se développer vite et rapidement. Celles qui atteignent un niveau de maturité donné, effectivement, il n'est pas surprenant d'atteindre un niveau de croissance qui devient, même à 4-5%, c'est un taux moyen qui dépasserait largement celui de beaucoup de pays dits développés et industrialisés. Donc ce n'est pas un taux si misérable que ça. L'économie reste une économie extrêmement performante malgré toutes ces difficultés. De restructuration, normalement, à l'âge adulte, on commence à changer beaucoup de choses et beaucoup d'organes remettent en question leur fonctionnement. Le FMI évoque un certain nombre de paramètres qu'il propose aux Chinois pour essayer de rationaliser d'une certaine manière leur croissance. D'abord sur le plan de l'économie verte. Le FMI insiste pour que l'économie chinoise se restructure et qu'elle puisse abandonner un certain nombre d'industries polluantes qui a fait d'une certaine manière un peu leur force. Oui, même si la Chine reste tout de même assez réticente. Oui, absolument. Donc ce n'est pas une évolution réduction de ses ou une émissions transition qui est facile à faire et surtout qui peut ne pas correspondre aux intérêts immédiats d'un pays comme la Chine avec sa démographie. Donc, de toute façon, c'est l'atelier du monde. Hein. Oui. Lorsque l'atelier a des problèmes, effectivement, tout le monde le ressent d'une manière ou d'une autre. La transition donc vers une économie verte, durable, qui va impacter sur le positionnement de la Chine vis-à-vis de ses marchés. Lorsqu'on parle d'économie verte, donc forcément, on n'est plus en phase d'une économie qui serait exportatrice, mais qui serait tournée beaucoup plus vers son économie intérieure. Donc ce qu'on lit à travers les propositions du FMI, c'est de demander à ce que la Chine réoriente finalement sa production et son outil industriel vers la demande intérieure, qui, elle, est subordonnée par une autre proposition du FMI par rapport à la Chine, c'est de revoir ses régulations sociales. Est-ce que ce n'est pas une manière de tout simplement demander à la Chine de laisser plus de latitude à ses concurrents par rapport au marché sur lequel tout le monde se bat, c'est-à-dire l'Europe? Il y a toujours des non-dits et puis des objectifs qui sont cachés. Le FMI, on l'a dit suffisamment, ce n'est pas une institution de prêtres, hein. C'est des gens qui sont dans l'économie et lorsqu'ils se mettent en position d'aller casser un pays, il le fait allègrement. Donc il n'y a pas de souci sur ça, sans état d'âme. D'ailleurs, je me rappelle lorsqu'on était étudiant, on nous disait que l'économie n'avait pas d'état d'âme. Bon, on comprend pourquoi. Donc le deuxième élément majeur, c'est un des paramètres importants que le FMI met en avant, c'est de demander à la Chine de résorber les inégalités sociales, même s'il se réclame d'une économie socialiste de marché. Oui. C'est beaucoup plus l'économie de marché qui a primé. Exactement. Et l'économie socialiste, finalement, n'a pas été tout à fait en phase de réguler. Il y a des catégories sociales qui sont extrêmement riches, d'autres moins. Donc le FMI recommande à ce qu'il y ait un genre de rééquilibrage de la richesse et un partage, disons, plus équilibré. Le troisième paramètre, si vous me permettez rapidement, par rapport aux propositions du FMI, c'est de demander à ce que l'État chinois revienne vers des bases moins interventionnistes au niveau de l'économie et qu'il puisse intégrer des mécanismes de régulation, notamment dans le secteur financier, dont notre collègue est expert, et finalement de réduire, d'intégrer une gestion des risques et plus de transparence dans le marché financier, et donc faire en sorte que l'État chinois recule ou régresse en termes d'interventionnisme, et que finalement, il n'intervient plus de manière aussi forte dans l'affectation des ressources par rapport au marché, et que le marché revienne ou redevienne un peu la clé de voûte de la régulation économique en Chine. Donc globalement, c'est à peu près les trois grandes préoccupations ou recommandations ou paramètres que le FMI souhaitait ou souhaite mettre en
en branle ou en exergue par rapport à la Chine, qui reste un pays globalement qui est sur cette trajectoire. Les Chinois ne sont pas dupes par rapport à ce type de paramètres, mais la vitesse, la densité de mise en œuvre de ces recommandations, on a affaire à la Chine. Ce n'est pas un pays qui est en quête ou de recherche de l'appui du FMI sur n'importe quel niveau. Donc ils vont appliquer leur politique en fonction de leurs besoins, en fonction de leur stratégie et en fonction des équilibres qu'ils trouveront entre différents aspects liés au développement durable entre l'économie, le social et l'environnement. Et un ralentissement de la Chine de toutes les façons, même si pour eux n'est pas vraiment dramatique, même si en parallèle ils ont des crises par rapport à l'immobilier qui est là depuis maintenant 20 ans, mais qui n'a pas pour autant provoqué l'effondrement de l'économie chinoise et qui est géré d'une manière ou d'une autre, ça aura des effets majeurs sur beaucoup de pays qui, eux, n'ont pas réussi à s'autonomiser en termes de chaînes d'approvisionnement et qui sont restés dépendants des importations, comme la plupart des pays africains, par exemple, et qui vont subir des perturbations qui pourraient être importantes pour eux, et donc qui, finalement, s'ils n'ont pas réussi à tirer les leçons du Covid, peut-être qu'ils tireront les leçons du ralentissement de l'économie chinoise. Donc, à toute chose, malheur est bon pour beaucoup de pays. Et en tout état de cause, ce ralentissement, pour moi, préfigure beaucoup plus un niveau de maturité de l'économie chinoise qui serait vain maintenant de considérer comme un pays en voie de développement ou comme un pays émergent. C'est un pays développé à part entière et qui le doit à son dynamisme, à son peuple extrêmement entreprenant. Et à la sagesse également des décisions prises. Peut-être beaucoup plus que la sagesse, la justesse des politiques publiques qui ont bien fait le poids et le couplage nécessaire. Notamment durant les 20 dernières années. Entre l'initiative, disons, laissée aux entreprises privées et à la place de l'État, où cette harmonie, cette synergie a parfaitement joué dans l'intérêt des Chinois et qui en font aujourd'hui la première ou peut-être pratiquement la deuxième économie à l'échelle mondiale. Sans oublier un certain sens de la prospective et de la vision stratégique, notamment à travers cette fameuse route de la soie. Je ne pouvais pas dire exactement. En contrepartie, donc, le FMI semble optimiste sur le sort de l'économie américaine et revoit à la hausse ses perspectives de croissance, et ce à quelques encablures d'une élection présidentielle qui s'annonce décisive pour l'avenir du pays. 2,8% en 2024 et 2,2% en 2025. Ça reste inférieur à 2023. Le FMI suggère qu'il existe des facteurs d'offres très importants qui aident l'économie US. À ce sujet, écoutons Pierre-Olivier Gourinchas une nouvelle fois avant de revenir au débat. Les nouvelles concernant les États-Unis sont très bonnes dans un sens. Les prévisions de croissance pour 2024 et 2025 ont été revues à la hausse. Les chiffres historiques ont également été révisés, donc même la révision de 2023 est déjà derrière nous. Mais les chiffres sont arrivés et ils étaient plus forts que ce que l'on pensait. Et cette forte croissance est produite dans un contexte de désinflation continue. Nazim Sini, pourquoi selon vous le FMI propose une vision optimiste vis-à-vis de l'économie américaine? Est-ce essentiellement dû à ce deuxième trimestre qu'on annonce très positif, ou y aurait-il d'autres paramètres qui expliqueraient cet état de grâce entre guillemets que nous vend le FMI? Vous savez, le FMI fait avant tout de la politique avant de faire de l'économique. Donc ça, c'est certain qu'il y a un message à faire passer au monde pour dire que la première économie mondiale ne va pas s'effondrer. Donc ça, c'est clairement de la politique politicienne. Mais après, c'est vrai, il faut l'avouer, que l'économie américaine a montré des signes de résilience après les mini-crashs boursiers auxquels on a assisté cet été. Donc vous voyez que les marchés financiers ont eu tendance depuis quelques semaines à reprendre leur niveau classique. Et puis aussi, on a remarqué que il y a une reprise des créations d'emplois. Ça aussi, c'est un indice qui est très important. Et puis, on a enregistré pour la première fois aux États-Unis une reprise des relocalisations industrielles, donc des entreprises qui avaient quitté le sol américain il y a 20 ou 25 ans et qui reviennent au profit d'un plan d'aide massif qui avait été voté par l'actuelle administration américaine. Oui, l'administration Biden.
Tout à fait, l'administration Biden. Et puis, on remarque également aussi que la plupart des bookmakers sont plutôt rassurés quant à l'issue de la prochaine élection américaine, puisqu'on sait que Donald Trump est plutôt business friendly, donc Oui. c'est quelqu'un qui va mettre en place, s'il est élu, un plan qui va dans le sens des affaires et des investisseurs. Mais même Kamala Harris, justement, est en train de faire les yeux doux. À ce sujet, permettez-moi de vous interrompre, Nazim Sini, juste pour ajouter cette précision. La directrice, justement, générale du Fonds monétaire international, Kristalina Georgieva, a déclaré très récemment, le 17 octobre dernier, plus précisément, qu'elle s'attendait justement à ce que les candidats à la présidentielle américaine, à savoir Donald Trump et Kamala Harris, adoptent tous deux une approche, je cite, très pragmatique à l'égard du FMI. Oui, clairement, sachant que les deux candidats ont un corpus idéologique qui est foncièrement et diamétralement opposé. Mais même Kamala Harris a compris que cette bataille et cette élection allaient se jouer sur des éléments économiques, sur un programme économique, et qu'il fallait qu'elle donne des gages de confiance justement aux investisseurs et aux acteurs économiques américains. Et aussi, il ne faut pas oublier que la production des hydrocarbures américaines se maintient très bien. L'indice de confiance des ménages, c'est-à-dire qu'on a remarqué même une baisse des thésaurisations des ménages américains. Donc, c'est-à-dire que ces derniers se sont remis à consommer au lieu d'épargner. Ça aussi, c'est un signe de reprise de l'économie. Et puis, encore une fois, on assiste à des mouvements de consolidation sur les marchés qui montrent que finalement, les États-Unis arrivent à maintenir le cap malgré les chocs exogènes, malgré qu'ils soient englués dans une bataille commerciale avec la Chine, Oui. qu'il y a des tensions notamment entre Taïwan et la Chine, parce que vous savez que le pays qui est en pointe actuellement en matière d'intelligence artificielle, c'est les États-Unis. Et les États-Unis, pour faire fonctionner cette IA, ont besoin de semi-conducteurs. Et donc, il y a des investissements massifs, justement, dans l'acquisition de semi-conducteurs. Et tous ces éléments-là montrent qu'aujourd'hui, les États-Unis, semble-t-il, se portent bien. Mais encore une fois, il faut rester très nuancé parce que, en fait, du moment que l'économie américaine est interconnectée à la mondialisation, elle reste aussi très sensible et très vulnérable au contre-cycle, aux chocs cycliques internationaux. Justement, Nazim Sini, à ce sujet, quelles seraient selon vous les conséquences d'un accroissement de l'écart entre les États-Unis et l'Europe en matière de croissance compte tenu de la relation étroite entre ces deux régions du monde et entre ces deux économies? Je vais vous faire un parallèle très simple. Je pense qu'aujourd'hui, mettez-vous à la place d'un fournisseur, il ne serait pas heureux de savoir que son client n'aurait plus d'argent pour commander, pour lui acheter ses marchandises. Ouais. Et en fait, aujourd'hui, les États-Unis ont une relation de client à fournisseur. Et c'est ça qui est reproché clairement aux États-Unis par les Européens, c'est qu'ils considèrent les États-Unis qu'ils n'ont pas une relation de partenaire d'égal à égal, mais plutôt une relation de fournisseur à client. Et aujourd'hui, l'écart qui va se creuser, justement, va desservir les intérêts américains. Parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, parmi le top 3 des acheteurs et des clients américains, il y a l'Europe, oui, et notamment la zone euro. Et c'est pour ça que les États-Unis, encore une fois, dans leur discours, maintiennent leur soutien en Europe, ont maintenu justement le montant et le niveau de leurs investissements en Europe. Et encore une fois, ce n'est pas dans leur intérêt de voir notamment la Chine venir s'implanter en Europe, qui est véritablement son terrain de jeu, et elle n'a pas intérêt également à voir l'Europe s'effondrer totalement, oui, parce qu'elle perdrait clairement un marché qui équivaut à près de 500 millions de consommateurs. Donc c'est très important de le noter, mais encore une fois, les vraies dissonances et les vraies divergences, elles sont sur les rapports de force commerciaux, mais aussi politiques entre les États-Unis et l'Europe. Et en fait, tout ça, encore une fois, vous savez, on va revenir à l'histoire, c'est que tout ça vient du plan Marshall. Les États-Unis ont toujours eu un rapport un peu condescendant avec le reste du monde, et notamment l'Europe, qu'ils considèrent avoir libéré lors de la Seconde Guerre mondiale. Et le FMI alerte sur un éventuel dérapage budgétaire de la France, je vous le disais en introduction, à moyen terme, ce alors que le budget 2025 est encore en discussion. Écoutons les raisons de ces inquiétudes avant de revenir une nouvelle fois au débat. Il est normal, il est souhaitable qu'il y ait une consolidation des comptes publics en France. Alors la vitesse à laquelle ça doit être fait, et à quel horizon, ça c'est une question qui est une question importante. Il faut arriver
à le faire de manière crédible et le faire sur une certaine durée pour ne pas tuer la croissance tout de suite. Dans la situation française telle qu'elle est, je crois qu'il est absolument indispensable d'avoir un effort qui va être un effort significatif dès l'année prochaine pour montrer que de manière décisive, la trajectoire des finances publiques va revenir vers un sentier qui est soutenable, un sentier qui va être plus en accord avec les règles budgétaires européennes. Et donc de ce point de vue-là, il est nécessaire de faire un effort important pour l'exercice budgétaire qui va venir. On ne peut pas se permettre. Il est ceci, la France va-t-elle tout simplement droit dans le mur en matière de budget, mais également en matière de dette publique? L'un n'allons pas sans l'autre. Oui, effectivement, la France est entrée dans une crise, disons-le, assez exceptionnelle, en moins depuis 10 ans. Les conséquences, donc ce qui a provoqué cette crise, c'est la crise du Covid. Donc, l'Ukraine est également passée par là. L'Ukraine, surtout Covid, et puis bon, on a observé que le pays a du mal à se réformer. Oui. Il y a de fortes résistances à s'adapter, donc il y a une politique sociale un peu débridée, et donc faire plaisir à toutes les demandes, bon, le résultat est là. Donc juste pour l'Europe en tout cas, parce que pour un peu nuancer le tableau, donc l'Europe. Je rappelle que pour le budget 2025, la France est à la recherche de 60 milliards d'euros, pour ne pas rester en deçà du seuil des 5% de déficit public budgétaire. Ça reste un pays bancable, donc ils vont prêter sur les marchés. Donc les porteurs des titres français sont généralement des étrangers. Ce qui peut faire mal. Sachant que leurs notes, justement. Exactement, mais ça reste un pays qui a toujours payé. Donc ce qui va faire mal encore pour l'économie française, c'est le coût de la dette, puisque dégradation, donc les taux qui vont augmenter. Mais ça reste un pays bancable et qui paye. Maintenant pour l'Europe, pour nuancer un petit peu condescendance États-Unis, etc., les États-Unis se portent bien parce que d'abord c'est une économie de guerre. Donc Lockheed, l'action, elle se porte très bien. Donc ils vendent de l'armement, etc. Donc ça marche. L'énergie, ils ont coupé avec la Russie, donc les États-Unis, les compagnies pétrolières, et ils vendent. Voilà, c'était une énergie qui coûtait plus cher, mais maintenant elle est vendable. Et puis il faut savoir que l'origine de l'investissement aux États-Unis, il est surtout européen. Oui. Donc les grands fonds d'investissement d'origine pétrolière, comme le Danemark, etc., ils investissent beaucoup dans le marché des États-Unis. Les Anglais aussi, donc il y a des réformes fiscales d'ailleurs importantes depuis le Brexit qui permet de faire beaucoup. Donc la boucle de l'investissement, c'est ce qui fait un petit peu la différence avec la Chine qui montre des problèmes structurels pour les investisseurs. Et puis on a parlé juste rapidement pour le Japon qui avait un petit peu revu sa façon de prêter de l'argent. Exactement. Et donc ça a fait venir beaucoup de capitaux vers les États-Unis. Donc il y a eu un afflux, il y a eu une sorte de crash, mais c'était très exactement. Le Japon était exactement. Donc ce qui a permis perçu comme une place financière refuge. Ça a permis aux États-Unis de récupérer tout cela. Donc pour la France, c'est vrai que c'est compliqué. Donc difficulté de réforme, problème budgétaire structurel. Ça reste un pays bancable, donc ils vont prêter plus cher. Et puis avec le nouveau gouvernement de droite qui n'a pas encore montré des mesures de droite, ça risque de se compliquer encore plus. Monsieur Bachat, la France, un pays plutôt donneur de leçons d'habitude, se retrouve dans une situation très critique. Il aurait peut-être, le gouvernement Macron aurait peut-être besoin de conseils en matière de budget, car il semblerait beaucoup plus se trouver dans une dynamique négative plutôt qu'une crise, car cette situation perdure tout simplement depuis un certain moment. La France, rapidement, c'est un pays, sincèrement, dont je n'ai pas beaucoup parlé. Mais en tout état de cause, c'est un des grands pays industrialisés dans le monde. Donc, il a une structure industrielle qui est extrêmement puissante, diversifiée.
avec un tissu de PME extrêmement Rappelons que c'est un performant. pays qui se désindustrialise à la vitesse grand V depuis quelques années également, Oui, au profit du mais secteur des services. Toute chose égale par ailleurs, Ouais. comme diraient les économistes. Ouais. Donc, c'est des tendances naturelles pour des économies qui arrivent à un niveau de maturité extrêmement élevé. Donc, même la personne, avec l'âge, son positionnement dans la famille va changer. Donc, forcément, c'est des économies qui sont à un niveau de maturité qui est extrêmement élevé et donc qui font face à des enjeux ou à des problèmes intérieurs très importants. Le positionnement que l'on voit par rapport à beaucoup de problèmes internationaux font que c'est un pays qui a perdu de sa superbe, de sa puissance géopolitique et qui est devenu un pays suiveur quelque part sur beaucoup de problèmes où il n'arrive pas à se positionner, où parfois il se fait même tenser par des forces extérieures et on se demande de quoi on parle et à quel niveau de politique on se situe. Mais en tout état de cause, il y a une phase, je pense, de transition chez eux politique qui ferait que peut-être dans les 2 ou 3 ans qui viennent, ils verraient les choses plus clairement et peut-être les forces politiques chez eux vont se décompter pour sortir avec des politiques économiques et financières qui soient plus lisibles. Nazim Sini, je me permets de rappeler quelques chiffres à ce sujet. Pour l'année 2023, le déficit public français s'établissait à 154,8 milliards d'euros, ce qui représentait environ 5,5% du PIB. Il s'était alors déjà aggravé en comparaison avec les 4,7% constatés sur l'exercice 2022. Très rapidement, peut-on parler d'une fuite en avant qui va vraisemblablement finir sur une impasse ? Oui, totalement. Et je tenais juste à vous rappeler que la dernière fois que la France a eu un excédent budgétaire, c'était il y a plus de 40 ans. Et je tenais à rappeler également que le traité de Maastricht fixe le déficit public à 3%. Voilà. Ouais. Donc, c'est pour vous montrer le niveau d'endettement et de déficit de la France. Et si elle continue sur cette trajectoire, effectivement, elle va avoir un mur de la dette et elle ne peut pas, j'allais dire foncièrement, continuer à faire rouler cette fameuse dette. Parce qu'effectivement, les charges de la dette vont être extrêmement élevées. Il va y avoir également un déclassement des populations, une paupérisation, même si la France aujourd'hui a toujours honoré ses engagements. Mais pour un pays dit industrialisé et dit mature, ce n'est pas tenable et c'est contre nature par rapport à la doctrine d'austérité et je veux dire de bonne gestion budgétaire que préconise justement la France depuis des décennies. Merci Nazim Sini. Je rappelle que vous êtes enseignant agrégé d'économie à l'Université Aix-Marseille. Vous étiez en direct avec nous depuis la France justement. Mohamed Bacha, docteur d'État en sciences économiques, ancien ministre algérien de l'Industrie. Merci également Idriss Sassi, expert international en économie et en finance. Zaki Guverchil, président de l'ITEF, devait être avec nous. Il n'a pas pu nous rejoindre pour des raisons personnel. Merci à vous, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis. Excellente suite des programmes sur Al24 News et à la semaine prochaine.